Et les droits de l'homme au Tchad, une association de défense des droits de l'homme. Elle est aussi l'un des avocats des victimes de Hissène Habré. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal vient d'installer les chambres extraordinaires africaines ici à Dakar. Quelle analyse en faites-vous? Merci. L'ouverture officielle de ces chambres africaines extraordinaires pour connaître le dossier de Hissène Habré est une lueur d'espoir pour les victimes. Ces victimes se battent depuis plus de 20 ans pour que droit leur soit accordé. Et aujourd'hui, la chose qui était pratiquement une utopie prend corps et ça produit beaucoup d'espoir dans les rangs des victimes. Les défenseurs de Hissène Habré contestent la mise en place de ces chambres en disant que c'est une violation de la Constitution sénégalaise. Ça ne peut pas être une violation de la Constitution sénégalaise. Et je crois que les gens ont la mémoire un peu courte. Parce que Hissène Habré et ses avocats ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et je crois que c'est le résultat de la décision qui émane de cette Cour-là. Cette Cour qui, à l'époque, avait dit qu'en l'état, les juridictions sénégalaises ne pouvaient pas connaître du dossier Habré, a ouvert une brèche. Et la brèche, c'est la création d'un tribunal ad hoc à caractère international pour connaître de cette affaire. Et voilà, c'est ce qui fut fait. Et je ne vois pas comment on peut la contester. L'installation ou la création de ces chambres-là, je ne sais pas. On ne peut pas la contester. La base même de l'accord entre l'Union africaine et le Sénégal a été contestée par les avocats de Hissène Habré. Pour eux, l'Union africaine n'est pas une juridiction pour réclamer à ce que le Sénégal mette en place ces chambres extraordinaires. Justement, c'est une juridiction qui a demandé au Sénégal de mettre en place cette juridiction pour connaître de l'affaire Habré. Et vous savez, l'Union africaine est bien consciente qu'elle n'est pas une juridiction et tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'aller creuser pour le savoir. L'Union africaine avait donné mandat au Sénégal depuis 2006 de juger Habré au nom de l'Afrique. Cela n'avait pas été possible en son temps, ou du moins il n'y avait pas de volonté politique qui s'affichait pour que cette affaire soit réglée. Et en même temps, Hissène Habré et ses avocats saisissent cette cour. Cette cour dit oui, nous sommes d'accord avec vous, mais il y a une possibilité, parce qu'il s'agit des crimes et des crimes imprescriptibles. Il y a une possibilité qui est offerte au Sénégal, c'est la création d'un tribunal ad hoc à caractère international. Et voilà, le Sénégal n'a fait qu'exécuter cet arrêt d'une requête qui émane de Habré et de ses avocats. Et aujourd'hui, c'est un traité qui est intervenu entre cette organisation internationale et le Sénégal. Alors, il y a quoi de mal qu'il intervienne un traité entre une organisation internationale et un pays? Je ne vois pas, mais je pense que quand les gens sont coincés, parce que pour les avocats d'Habré, falloir... l'Union africaine n'a pas une juridiction en tant que telle. C'est une institution politique. Mais ce n'est pas l'Union africaine qui va juger malheureusement Hissène Habré. Ce sont des chambres africaines extraordinaires qui vont évoluer au sein des juridictions sénégalaises et qui vont juger Hissène Habré. Ce n'est pas l'Union africaine qui va juger Hissène Habré. Et ce n'est pas l'Union africaine non plus qui a pris l'initiative de cette procédure contre Hissène Habré. Ce sont des victimes de Hissène Habré qui ont pris l'initiative de cette procédure et ces victimes existent. Donc je ne peux pas comprendre que ce soit l'Union africaine qui se transforme en juridiction. L'Union africaine ne prétend pas le faire et ne l'a jamais fait. Parce que les avocats d'Habré disent que c'est une violation même des instances juridiques sénégalaises, parce que Hissène Habré a été jugé au Sénégal, on est encore en train de le rejuger encore une deuxième fois. Je vous assure qu'Hissène Habré n'a jamais été jugé au Sénégal. Parce que les chambres sénégalaises ont dit qu'elle était incompétente. Non. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On était simplement à l'état procédural de cette affaire Hissène Habré. Nous avons porté plainte en 2000. De tergiversation en tergiversation, nous nous sommes retrouvés à la plus haute cour sénégalaise.
Cette haute cour sénégalaise avait déclaré les juridictions sénégalaises incompétentes de connaître de l'affaire de Hissène Habré. C'était juste à la phase procédurale. Nous ne sommes jamais allés au fond du dossier. Hissène Habré n'a jamais été entendu au fond du dossier. Hissène Habré n'a pas été jugé. Vous savez, ce sont des arguments. Quand il y a ces genres de crimes, ces dictateurs, je crois, en désespoir de cause, multiplient ces arguments. Quand ce n'est pas le dénigrement des juges, des juridictions, c'est des victimes. Et je pense que tout cela se constitue en une stratégie simplement de victimisation. Parce que ces dictateurs s'érigent toujours en victimes. Elles se victimisent, ces personnes-là. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Hissène Habré et ses avocats. Mais Hissène Habré n'a jamais été jugé au Sénégal ici. On était juste à la phase de procédure. Il n'a jamais été jugé. Qu'on nous sorte, si jamais Hissène Habré a été jugé, qu'on nous sorte cet arrêt-là, ou qu'on nous sorte un factum quelconque, mais Hissène Habré n'a jamais été jugé ici, au Sénégal. Les avocats d'Habré récusent même la mise en place de ces chambres extraordinaires en disant que c'est peut-être la deuxième fois au monde, après celle mise en place au Cambodge pour juger les Khmers rouges, qu'on remet encore ces chambres-là en Afrique, justement pour juger Hissène Habré. Après, les chambres sont appelées à disparaître. Oui, tout à fait. On a parlé. Je crois que je renvoie tout le monde dans l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. L'arrêt a été très clair. Maintenant que le Sénégal s'évertue à exécuter cet arrêt, quand bien même, et ce que les gens oublient aussi, la Cour internationale de justice, qui est la plus haute cour de justice au monde, cette cour a condamné le Sénégal à juger Hissène Habré sans délai, à défaut de l'extrader. Quand bien même il y a eu cet arrêt de la Cour, le Sénégal, qui a pu obtenir ce traité entre l'Union africaine et l'État sénégalais, met en place ces chambres extraordinaires pour connaître de l'affaire Habré. Je ne sais pas comment on va aller jusqu'à contester. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire que ces chambres soient mises en place juste pour juger Hissène Habré? Après le procès, elles sont dissoutes. Qu'est-ce que vous voyez de mal là-dedans? Parce que quelque part, cette procédure, elle est engagée depuis un certain temps. Et cette procédure est engagée simplement pour la simple raison que Hissène Habré est sur le sol sénégalais. Et je vous disais qu'on est allé de tergiversation en tergiversation. Et les avocats de Hissène Habré, qui s'évertuent à démontrer que Hissène Habré ne peut pas être jugé, introduisent une requête devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice décide et ouvre une brèche. Et aujourd'hui, le Sénégal, respectueux de tout ce qui se passe là-bas, le Sénégal organise ces juridictions-là, ces chambres africaines extraordinaires, comme l'a recommandé la Cour de justice de la CEDEAO pour connaître de l'affaire Habré. Et c'est un tribunal ad hoc, on a bien dit un tribunal ad hoc. Alors, je ne sais pas comment, que voudrait Hissène Habré. Est-ce que ces chambres doivent faire du chemin? Je ne comprends pas. Mais allons-y pour le jugement d'Hissène Habré devant ces chambres qui ont été créées sur la base d'un traité intervenu entre une organisation internationale et le Sénégal. Ils ont même posé les avocats à la responsabilité, pas seulement d'Hissène Habré quand il est convoqué. Il y a aussi d'autres gens qui étaient avec lui. Ils ont parlé d'Idriss Déby, qui est aujourd'hui président de la République du Tchad, qui aussi pourrait être convoqué devant ce tribunal. Nous avons engagé des poursuites judiciaires contre M. Hissène Habré, qui a été président du Tchad de 82 à 90. C'est sous le règne de Hissène Habré qu'il y a eu cette cruauté humaine sans égale, ces atrocités, ces violations massives, graves et constantes des droits de l'homme. Et nous avons déposé plainte contre M. Hissène Habré. Et la responsabilité de M. Idriss Déby? Pourquoi? Qui travaillait avec Hissène Habré aussi. Beaucoup de gens ont travaillé avec M. Hissène Habré. Mais nous savons que la responsabilité incombe au chef. C'est M.
Hissène Habré qui était à la tête de l'État tchadien pendant 8 ans. Et tout ce qui s'est passé et que nous dénonçons aujourd'hui et que nous cherchons aujourd'hui à poursuivre relève de ce règne-là. Et là, le premier responsable, c'est M. Hissène Habré, qui est le premier responsable qui a organisé une machine répressive, qui a commis tous ces actes de violation des droits de l'homme. Il est le premier responsable. Et nous nous attaquons à ce premier responsable. Mais maintenant, nous ne sommes pas juges. Ce que les gens veulent nous faire croire, nous, on vous dit que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes des avocats de ces victimes-là. Il appartiendra aux juges chargés de mener des enquêtes sur cette affaire, de poursuivre telle ou telle autre personne. Mais nous, nos plaintes ciblent bien une personne qui a été l'unique responsable de ces atrocités qui ont été commises pendant une période donnée. Je vous assure que nous avons, non seulement les victimes sont avec nous, les victimes de ces atrocités sont avec nous, mais nous avons des milliers, des piles de documents. Des piles de documents que nous avons retrouvés qui sortent de cette machine répressive que, à l'époque, c'est la direction de la documentation et de la sécurité appelée communément DDS. De cette DDS, nous avons trouvé des archives. Et ces archives que nous avons trouvées constituent un dossier très solide pour nous. Ces archives établissent un lien entre tout ce qui s'est passé entre ces victimes et M. Hissène Habré. Est-ce que l'actuel président Idriss Déby a été responsable de DDS ou pas? Idriss Déby n'a pas été responsable de la DDS. Il n'a pas été responsable de la DDS. Il a été, certes, commandant en chef des armées, je crois, mais on n'a pas retrouvé son nom dans les archives de la DDS. Par contre, nous connaissons tous ceux qui ont œuvré dans cette machine-là. Nous connaissons les responsables, les grands responsables de la DDS. Nous connaissons également, nous avons les noms des indicateurs, les noms des agents de renseignement, parce que c'est une machine vraiment qui a été très bien organisée et qui s'étendait sur tout le territoire tchadien. Donc il y a toutes les ramifications un peu partout et ça couvrait tout le Tchad entier. Et nous avons retrouvé toutes ces archives-là. Et ces archives que nous avons trouvées, ces documents que nous avons trouvés nous permettent maintenant d'établir un lien entre ce qui s'est passé, entre toutes ces atrocités, toutes ces violations des droits de l'homme et M. Hissène Habré. Et M. Hissène Habré aussi, vous conviendrez avec moi, il vit ici, sur le sol sénégalais. Il est ici, M. Hissène Habré. Il n'est pas au Tchad, il est nulle part ailleurs, il est ici. On l'aurait cherché ailleurs pour pouvoir le faire poursuivre, pour pouvoir le faire juger. Mais il est ici, M. Hissène Habré. Depuis qu'il est parti du Tchad, il vit ici sur le sol sénégalais. C'est une des raisons qui nous a amenés au Sénégal. Donc, je ne vois pas... Au-delà d'Hissène Habré, est-ce qu'il y a d'autres responsables qui sont concernés par ce dossier? Et qui sont ces responsables? Je vais vous dire aussi que, à l'époque, quand on avait pris la décision de poursuivre Hissène Habré, non seulement on s'inscrivait dans la logique de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est en notre qualité de défenseur des droits de l'homme. C'était dans le cadre de l'ATPDH, qui est une organisation de défense, de la promotion et de défense des droits de l'homme, comme son nom l'indique. Nous avons pris cette décision de la lutte contre l'impunité que nous avons intégrée dans notre programme, c'est vrai. Et nous avons l'exemple, cet exemple-là d'impunité. On ne voulait pas qu'Habré court l'impunité. Donc, nous nous sommes organisés et nous avons adopté cette stratégie qui est celle de poursuivre Hissène Habré ici au Sénégal. Et chez nous, nous avons également porté plainte contre les principaux agents de la DDS en les citant nommément. Et nous avons toute une liste que nous avons remis également au juge d'instruction. Mais chez vous, où en êtes-vous avec cette plainte-là contre ceux qui sont chez vous? C'est vrai, ces plaintes sont toujours en souffrance. Elles n'ont pas connu de suite? Non, pas encore. Ces plaintes sont toujours en souffrance dans le tiroir du juge d'instruction. Mais nous ne comptons pas les abandonner, pour rien au monde. Nous ne comptons pas les abandonner et tous les jours, nous relançons ce juge d'instruction pour que ces plaintes également au Tchad avancent. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement chercher à juger la seule personne de Hissène Habré. Hissène Habré, il est au Sénégal.
Nous, on cherche à ce qu'on le juge. D'accord. Mais reparti chez nous, il faut bien que ces bourreaux, ces sbires de Hissène Habré, ces complices soient jugés sur le terrain pour que les gens sachent que cette lutte contre l'impunité ne s'oriente pas seulement vers le Sénégal. Justement, est-ce que le blocage de ces plaintes au niveau du Tchad ne demande pas quelque part, ne mettre pas de l'eau au moulin de ceux qui pensent que vous-même, en tant que défenseur des droits de l'homme, que vous êtes, Idriss Déby serait derrière vous? Mais il ne peut pas être derrière nous. Il ne peut pas être derrière nous et qu'en même temps, qu'on dépose un dossier contre Hissène Habré et en même temps, on dépose un dossier devant les juridictions tchadiennes contre les bourreaux de Hissène Habré. Non. Vous savez, je crois que chacun fait la lecture de ce qui se passe maintenant. Parce que c'est une grande première tout de même. Chercher à poursuivre ces chefs d'État, cet ex-chef d'État, c'est une grande première en Afrique. Et chacun fait la lecture qu'il veut. Moi qui vous parle, je suis présidente de l'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ATPDH. Je passe mon temps à dénoncer les violations des droits de l'homme et au quotidien. Ça veut dire les violations des droits de l'homme actuelles. Ce ne sont pas seulement les violations des droits de l'homme sous Hissène Habré, mais même sous Déby, je le fais. Et je vais vous dire qu'en déposant cette plainte contre les sbires de Hissène Habré, j'en ai fait les frais. J'ai été victime d'un attentat à la Grenade le 11 juin 2001 pour la simple raison que j'ai déposé ces plaintes contre ces bourreaux de Hissène Habré. Dieu merci, j'ai eu la vie sauve, mais aujourd'hui j'en porte les séquelles. Je suis une handicapée. Mais c'est dû à tout cela. Alors comment se fait-il qu'Hissène Habré, que Idriss Déby qu'on soit dans le camp de Idriss Déby et qu'on me fasse autant de mal? Et c'est aussi déplacer le débat quand on nous dit que c'est Idriss Déby qui est en train de porter plainte. Et où est-ce qu'on laisse les victimes? Parce que je vous dis parce que on parle que l'État tchadien quand même a sorti beaucoup d'argent. Dans un premier temps, il y avait 2 milliards de francs CFA. L'État tchadien n'aurait rien fait. Cette fois-ci aussi, il y a encore de l'argent qui est sorti pour faire. L'État tchadien et les avocats de Hissène Habré se demandent où sont passés les 2 milliards de francs CFA. L'État tchadien n'aurait rien fait. L'État tchadien n'aurait pas décidé de participer à cette procédure, que cela serait un hic pour tout le monde. Quoi de plus normal que l'intervention de l'État tchadien pour aider, pour soutenir l'organisation de cette procédure. Les victimes, je vous dis, elles sont tchadiennes. Les faits ont été perpétrés au Tchad. Le Tchad a souffert pendant 8 ans et jusqu'aujourd'hui, les répercussions se font sentir. Les effets se font sentir jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que normal que l'État tchadien s'engage à sortir 2 milliards pour aider à l'organisation de ce procès. Pas seulement 2 milliards, dans un premier temps il y a eu 2 milliards. Non, jamais. L'État tchadien, parce que nous suivons quand même, c'est notre dossier. Nous suivons, l'État tchadien a mis combien dans le dossier suivons cette procédure. L'État tchadien avait promis 2 milliards pour participer à l'organisation du procès. Les 2 milliards n'ont jamais été libérés. Jamais. Parce que nous sommes allés, quand nous avons appris que l'État tchadien s'est positionné pour 2 milliards, nous avons cherché à savoir, est-ce que les 2 milliards ont été décaissés? Est-ce que les 2 milliards ont été versés quelque part dans une caisse ici au Sénégal? La réponse que nous avons eue, oui, nous nous sommes engagés pour 2 milliards, ça c'est l'État tchadien. Nous nous sommes engagés pour 2 milliards, mais on ne nous a jamais dit dans quel compte ces 2 milliards devraient être versés. Donc, c'est jamais sorti. Et puis, je crois que c'est depuis 2010 que l'État tchadien avait promis ces 2 milliards-là. Donc, ça faisait, vous conviendrez avec moi que ça faisait partie du budget 2010. 2010 est passé, 2011 est passé, nous sommes en 2013. L'État tchadien revient encore en 2013 en réitérant, en affirmant sa position, si vous voulez. En affirmant sa position, c'est-à-dire celle de contribuer à hauteur de 2 milliards. Mais ça n'a jamais été libéré.
Ça n'a jamais été libéré, les 2 milliards. Aujourd'hui, je demanderais qu'on me fasse voir les traces. Je crois que personne n'est capable de me faire voir les traces parce que les 2 milliards n'ont jamais quitté le Tchad, ce n'est jamais parti du Tchad, malheureusement. C'est un projet qui va de cher, qui va pratiquement coûter plus de 4 milliards de francs CFA, comme l'année demi. Est-ce que vous avez un œil sur l'argent qui sera dépensé, le contrôle sur cet argent qui sera décaissé et mis en place? Nous n'avons pas besoin, nous, d'avoir le contrôle sur cet argent, mais je crois que cet argent appartient à la communauté internationale et cette communauté internationale a dû mettre une équipe sur place, non seulement pour la gestion de cet argent, mais pour contrôler. Et je crois que, évidemment, il y aura des audits et tout. Vous pensez qu'un pays va s'engager à verser de l'argent et ne pas avoir l'œil là derrière? Ce n'est pas possible. Donc je crois que l'organisation de la dépense de cet argent, de la gestion de cet argent est tout fait. Et tout a été fait par l'Union africaine et bien d'autres pays qui ont accepté d'accompagner l'Union africaine. Je sais que vous savez aussi comme moi qu'il y a les Pays-Bas, il y a la France, il y a les États-Unis qui ont décidé de verser quelque chose, de verser de l'argent pour l'organisation de ce procès et sur la base du budget qui a été élaboré par l'Union africaine. Donc, je crois que le budget élaboré, il est évident qu'il y ait une équipe de gestion qui soit mise également sur place et un comité de pilotage de tout ce qui va se faire pour cette procédure-là. Donc, je pense que de ce côté-là, nous ne nous inquiétons pas du tout. L'article 10, organisant des chambres extraordinaires africaines, dit que tous les gens peuvent être entendus par rapport à ce procès, même ceux qui sont en activité, même les chefs d'État. Est-ce que justement, devant la barre, si le procès se déroule, il ne se pourrait pas qu'il y ait des ramifications très graves, des blocages, au cas où les avocats de Sénégal auraient demandé à ce que M. Déby comparaisse devant ce juge? Vous savez, moi je pense que le statut de ces chambres règle correctement le problème de l'impunité. Personne ne doit laisser impuni. Mais maintenant, moi, avocate, je ne peux pas vous dire d'emblée qui sera appelé à la barre et qui ne le sera pas. Parce qu'il y aura une phase d'instruction. C'est la première phase qui va commencer d'ailleurs après l'installation officielle de ces chambres-là. La première phase, c'est la phase d'instruction. Donc, les juges chargés d'instruire cette affaire, c'est ces juges qui diront qui répondra devant les juridictions de jugement. C'est après la clôture de leur information que tout cela sortira. Mais moi, d'emblée, je ne peux pas vous dire qui doit appeler qui. Je n'ai même pas le droit, moi, en tant qu'avocate, d'appeler quelqu'un à la barre maintenant, parce que nous ne sommes pas en phase de jugement. L'instruction va commencer, les juges d'instruction seront suffisamment informés parce que je vous dis que notre dossier, sans commentaire, est solidement confectionné. Les preuves, nous les avons. Je vais vous parler simplement d'une victime sénégalaise. Il y avait à l'époque 2 victimes sénégalaises de Hissène Habré. Nous, on a trouvé tous les papiers au niveau des archives de la DDS. Mais quand nous sommes venus pour la première fois pour travailler ici au Sénégal, cette victime a cherché à nous rencontrer. Elle s'est mise à nous raconter son histoire. J'ai été arrêtée à telle date. Nous le savons, monsieur. J'ai été libérée à telle date après d'âpres négociations avec le président sénégalais à l'époque, Abdou Diouf. Nous le savons, monsieur. J'étais avec un de mes frères. Nous sommes des bijoutiers. Voilà ce qui nous est arrivé. Nous le savons, monsieur. Mon frère était décédé. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été enterré. Nous le savons et bien plus, nous savons qui a enterré votre frère. C'est-à-dire une des victimes, un des survivants, un des rescapés des geôles de M. Idriss Déby, qui est de M. Hissène Habré. Je regrette, de M. Hissène Habré, qui est d'ailleurs avec nous, qui porte plainte. C'est celui-là qui a enterré une des victimes sénégalaises. Donc tout ce que le monsieur disait, on le savait déjà. Et on le savait comment? Par le biais des archives de la DDS. Et j'ai aujourd'hui un document de mise en liberté de ce monsieur-là, de cette victime sénégalaise.
Vous voyez objet, mise en liberté des détenus de nationalité sénégalaise. D'abord, je commencerai par le document. Voilà. L'objet, c'est transfert de 5 détenus du local DDS aux locaux MES Est2E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de lieux de détention. Ça, ce sont les ramifications de la DDS. Il y a la piscine. La piscine, c'est-à-dire, c'était une véritable piscine. À l'époque de Colomb, c'était une véritable piscine qui a été dallée simplement. On a mis des dalles pour en faire une prison. Et c'était le principal lieu de détention. Tous ceux qui étaient arrêtés par les agents de la DDS étaient d'abord présentés à la piscine, là où on les torturait. Et vous savez, à la piscine, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien du tout. On entassait des gens comme des animaux, là. Et le répit pour ces détenus, c'était seulement quand un détenu mourait. Ce détenu qui mourait servait non seulement de coussin aux autres, mais ça leur permettait également de prendre un peu de fraîcheur parce que un corps sans vie, c'est tout frais. Donc à chaque fois que quelqu'un mourait, les autres se mettaient là-dessus, ils prenaient un peu de fraîcheur. Puisqu'on ne venait prendre, on ne venait sortir, les agents de la DDS ne faisaient sortir ces cadavres que 24 heures, 48 heures après, mais pas tout de suite. Donc, de ce lieu de détention, c'est-à-dire de la piscine, les gens étaient amenés dans d'autres lieux de détention. Il y a ce qu'on appelle, et là, c'est justement ce papier-là que je détiens, qui parle des locaux. Locaux, c'est un autre lieu de détention également. Et là se trouvaient ce Sénégalais, les 2 Sénégalais d'ailleurs, qui étaient arrêtés. Donc, maintenant, on parle du décès des 2 Sénégalais qui étaient arrêtés. Et j'ai ici l'acte de décès. Décès d'un détenu. Objet, c'est décès d'un détenu. Le chef de service pénitentiaire de la documentation et de la sécurité à N'Djamena. Monsieur le directeur de la documentation et de la sécurité à N'Djamena. Objet, décès d'un détenu. J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'en date du 15 novembre 87 à 18h30, vous savez comment c'était organisé. Ça veut dire qu'on n'oubliait aucun détail. À 18h30, un détenu nommé Gueye Demba, arrêté par les agents de la sûreté à l'aéroport, en date du 25 mars 87, Sénégalais en provenance de la RCA par vente français, suspecté par la sûreté nationale et transféré à la DDS, c'est-à-dire à la direction de la documentation et de la sécurité, est décédé par suite de maladie. L'intéressé est rayé sur la liste de nos détenus. C'est pour vous dire qu'il y en avait plein. La liste de nos détenus, 6 juin, le certificat de décès, le chef de service de la DDS. Donc c'est un des Sénégalais. Et ces 2 Sénégalais, vous savez, ce sont des bijoutiers qui sont allés vendre leurs bijoux. Les bijoux ont été commandés par des militaires français. Et à bord de leur avion, ils sont partis de Bangui à N'Djamena. Et les pauvres ont été arrêtés. Leurs bijoux ont volé en éclats. On ne sait plus où se trouvent leurs bijoux. Et un est mort de suite de torture. On ne vous le dira jamais. On vous dit toujours, il est mort de maladie, il est mort d'intoxication. Mais jamais de torture, alors que ces gens, ces victimes, ont connu les pires formes de torture. Aujourd'hui, ils en portent les stigmates. Je ne sais pas comment on peut arriver à me dire qu'Hissène Habré a forgé des victimes, que Idriss Déby a fabriqué des victimes, que Idriss Déby nous mandate pour embêter Habré. Je crois qu'il faut un peu de respect pour ces victimes-là, surtout. Mais lui-même, il a quand même été commandant de l'armée. L'armée, en ce moment-là, il y avait des guerres qui se déroulaient dans certaines parties du pays. Il n'y avait pas de guerre. Ces gens qui étaient... Les gens disent que la période de 1982-90, si le tribunal est compétent sur cette période-là, pourquoi il n'y a pas eu de plainte contre Goukouni, contre les hommes de Kamougué et les responsables de CNR? Je vous ai dit que ces gens qui ont été arrêtés et qui se sont retrouvés dans les geôles de la DDS n'étaient pas sur un champ de bataille. Aucunement. Ils n'étaient pas sur un champ de bataille. Les gens disparaissaient. On venait prendre des cadres chez eux, devant leurs enfants, devant leurs femmes. On les amenait et c'était
un départ de non-retour. Ces gens se sont trouvés dans les geôles de la DDS. Ce n'était pas au moment de la guerre. Il y a des victimes qui sont avec moi ici au Sénégal en ce moment. Ce n'était pas une histoire de guerre. Il y a un qui était en train d'aller étudier à l'extérieur. Et pourquoi il n'y a pas une plainte aussi contre ceux qui, pendant la guerre, ont commis des exactions? Parce qu'il y a quand même eu d'autres victimes. C'était quelle guerre, justement? C'était quelle guerre? Parce que quand vous me parlez... Oui, mais quand vous me parlez de Goukouni, quand vous me parlez de Goukouni en 82, Goukouni n'était pas sur le terrain en 82. Goukouni se trouvait en exil. Kamougué se trouvait également en exil au Congo. Alors, je ne sais pas quelle guerre et je ne sais pas quelles sont les guerres que Goukouni, Abré ont organisées. Les deux étaient en exil, tous les deux. Goukouni était en exil en 82, Kamougué en exil à Alger, Kamougué en exil au Congo. Alors, je ne sais pas de quelle guerre Kamougué, de quelle guerre il faut parler de ce Kamougué et de ce Goukouni. Je vous assure que tout ce qui est en train de se dire, c'est une stratégie pour tous les dictateurs. Cette stratégie, on la connaît. Ce refrain de la chanson, on le connaît. Et c'est aussi un aveu d'impuissance simplement. Quand on dit oui, ben c'est Idriss Déby qui a fait exécuter les gens. Alors qu'on dit en même temps que Idriss Déby a travaillé sous Hissène Habré. Est-ce que ce n'est pas un aveu déjà? Est-ce que ce n'est pas un aveu? Quelque part, j'ai été chef et sous moi, il y a eu un exécutant. Alors, je m'incrimine moi-même en disant que c'est lui qui était sous moi qui exécutait a tué. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut beaucoup plus parler de ces victimes-là qui ont souffert sous Hissène Habré, qui ont connu des pires atrocités dans les geôles de Hissène Habré. Ces geôles, au départ, la DDS n'était pas une machine répressive. La DDS, au départ, c'était une machine organisée, c'était une direction organisée pour contrôler la sûreté de l'État simplement. Mais très vite, elle s'est érigée en machine répressive. Et Habré, non seulement pour s'affirmer, mais pour vraiment avoir la certitude d'avoir à lui seul le contrôle de l'État tchadien, il fallait instaurer cela. Il fallait instaurer cela et tout ce qui s'érigeait en opposant contre Hissène Habré était maté. Et ce n'était pas seulement ceux qui s'érigeaient en opposant contre Hissène Habré, mais tout ce qui relevait, toutes les ethnies qui relevaient par exemple d'une personne qui se disait opposant du régime de Hissène Habré étaient exterminés. Et c'est ce qui a été fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre. Moi, je voudrais bien qu'on me démontre que tous ces gens qui étaient arrêtés à la DDS provenaient des champs de bataille. Mais ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, un quelconque avocat de Hissène Habré pourrait le démontrer. Le procès d'Hissène Habré, s'il y a lieu, va avoir quand même des répercussions internationales et même nationales très importantes. Ici à l'intérieur du Sénégal, déjà, les gens parlent de personnalités sénégalaises qui pourraient être éclaboussées par ce procès. Parce que quand Hissène Habré est venu au Sénégal, il est venu avec beaucoup d'argent qu'il a investi dans le pays et qui a fait que certains se demandent les immeubles qui sont construits des fois à la place de l'indépendance au Sénégal, est-ce que ça ne va pas être mis sur la table? Vous savez, il est prévu beaucoup de choses justement dans ce statut-là qui organise le fonctionnement de ces chambres africaines extraordinaires. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai dit vraiment ce statut règle l'impunité, règle le problème de l'impunité dans toutes ses dimensions. C'est vrai, Hissène Habré est parti pratiquement avec tout le trésor public tchadien. Du rapport d'enquête qui a été ordonné en 92 au Tchad, il ressort une cagnotte de 7 milliards de francs CFA. Mais ce n'est pas seulement les 7 milliards. Hissène Habré avait instauré quelque chose, un système pour récupérer jusqu'aux bijoux des femmes. Et cela, il a appelé effort de guerre. Celui qui n'avait pas d'argent, la femme qui n'avait pas d'argent, remettait simplement les bijoux. Donc pour vous, il n'est pas venu seulement au Sénégal avec de l'argent. Il est venu avec aussi des bijoux. Tout à fait. Donc, c'était pour... Son prétexte, c'était pour participer à la guerre contre la Libye.
Hissène Habré étant parti avec tout cet argent, je crois que quelque part, cet argent a été investi. Il ne va pas quand même s'asseoir sur 7 milliards chez lui. Je crois que ça a été investi. Mais là aussi, ce n'est pas le problème des victimes. Il ne faut pas qu'on nous distrait. Quand bien même nous avons la possibilité de faire rechercher cet argent, et j'espère que le parquet s'en occupera. Parce que ça peut faire partie du cagnotte prévu pour l'indemnisation des victimes. Donc, certainement que les juges qui vont mener des enquêtes sur les crimes perpétrés de 82 à 90 au Tchad se mettront également sur cette affaire d'argent. Mais cela se fera. Mais pour l'instant, nous nous attelons à ce que vraiment tout ce qui a été fait, tous les crimes qui ont été perpétrés de 82 à 90 soient pris en compte par les enquêteurs qui seront sur place. Et il y a une chose aussi que je voudrais vous dire. Quand le magistrat instructeur belge a effectué une commission rogatoire à N'Djamena, je crois que ce magistrat qui a non seulement travaillé sur nos plaintes et qui a décidé d'aller en commission rogatoire pour investiguer et compléter son dossier, non seulement il a travaillé sur nos plaintes, mais il a travaillé sur les archives de la DDS encore, et qui ont été authentifiées par un juge tchadien, un juge d'instruction tchadien. Jamais personne n'a remis en cause tous ces archives-là. Et tout ce qui a été pris comme document au niveau du Tchad et tout ce qui a été utilisé pour mener cette instruction, jamais personne ne l'a contesté. Et c'est curieux. L'argent qu'aurait investi Hissène Habré au Sénégal, que ça pourrait entrer dans le cadre de l'indemnisation des victimes. Parce que les statuts... Comment allez-vous faire pour récupérer cet argent s'il y a argent investi au Sénégal? De toutes les façons, on saura le faire. On saura le faire, vous pouvez nous faire confiance. On saura le faire, mais quelque part, il ressort de ce statut-là tous les fonds qui doivent faire partie de cette cagnotte qui sert à l'indemnisation des victimes. Donc on saura le faire au moment venu. C'est pour ça que je dis, les juges n'enquêteront pas seulement que sur ces crimes, sur ces violations des droits de l'homme qui ont été perpétrés. Il y a aussi ce problème argent. Mais maintenant... Mais il y a le nom du Premier ministre du Sénégal actuel qui est cité, en étant en ce moment-là banquier, gérant une banque qui aurait récupéré cet argent pour l'investir. Vous savez, c'est aussi m'amener sur le terrain du travail du juge. C'est le juge enquêteur qui sera chargé de faire ce boulot-là. Et c'est le juge qui décidera de ce qu'il y a lieu de faire. Et qui décidera aussi de viser certaines personnes qui sont complices, qui ont participé à l'investissement de cet argent ou au blanchiment de cet argent. Je crois que c'est le juge qui le dira. Mais il y a des démarches qui sont possibles à notre niveau de faire. Ces démarches, je crois que c'est toujours le statut qui nous offre cette possibilité de mener ces démarches-là. Et je crois qu'on n'a rien oublié. On prendra tout cela en compte. Et tout cela se fera savoir au moment opportun. Et nous comptons vraiment sur l'indépendance de ces chambres-là pour pouvoir mener à bien tout ce dossier. L'indépendance a été remise en cause par les avocats de Hissène Habré en disant que les juges sénégalais ont été nommés par le ministre de la Justice du Sénégal. Alors qu'au Sénégal, c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui doit nommer les juges. Pauvre ministre sénégalaise de la Justice. Elle est intervenue dans ces démarches parce que le Sénégal l'a mandaté pour mener des négociations avec l'Union africaine. C'est à ce titre-là qu'elle est mêlée à toutes ces négociations. Est-ce qu'elle a autorité de nommer les juges? Mais
je vous assure... Les juges sont nommés par le président. Je vous assure que ce qui a été prévu, c'est ce qui a été prévu dans ce statut qui a été fait. Mais maintenant, les avocats de Hissène Habré peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. Et ça, on ne les en empêche pas. Le statut prévoit que le ministre de la Justice sénégale peut nommer les juges. Quand vous voyez le statut, ce n'est pas le ministre qui a nommé les juges. On vous a parlé du Conseil supérieur de la magistrature. Et cette nomination a été entérinée par la Commission de l'Union africaine. Mais on ne vous a pas dit, Madame le ministre a nommé les juges. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans ces statuts. Mais maintenant, ce que racontent les avocats de Hissène Habré, je crois que il faut très bien, quand on est en déboire, il faut très bien multiplier des arguments. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est des aveux d'impuissance simplement. Et ce sont des refrains de chansons que nous entendons toujours quand il s'agit de faire juger un dictateur. Ça dénigre, ça jette de l'anathème sur tout le monde. L'avocat parisien de Hissène Habré ne trouve grâce devant personne. Il dénigre le ministre de la Justice. Il va jusqu'à dénigrer même votre président. Il va jusqu'à dénigrer votre président. Parce que quand il dit qu'il se saisit de l'occasion pour ordonner, je crois que c'est un dénigrement. Il jette de l'anathème sur la Cour internationale de justice, qui est la haute cour de ce monde-là. Il jette de l'anathème sur cette cour. Il dit que cette cour n'est pas assez informée, que cette cour est sous-informée dans cette affaire Hissène Habré. Il jette de l'anathème sur tout le monde. Est-ce que dans la procédure, il est prévu aussi que les avocats d'Hissène Habré puissent aller au Tchad, enquêter aussi, de l'autre côté, pour voir ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont cette possibilité-là de le faire? Je crois que c'est prévu ici, dans le statut. C'est prévu dans le statut et ce n'est pas à moi de leur demander d'aller enquêter. C'est eux qui enquêtent. Quand moi je montais mon dossier, je n'ai pas demandé l'autorisation à un avocat de Hissène Habré pour le faire. Vous pensez que le climat aujourd'hui au Tchad est propice à ce que les avocats de Hissène Habré viennent enquêter contre la situation? Vous-même, vous dénonciez tantôt que jusqu'à présent, il y a une violation des droits de l'homme chez vous. Je suis au Tchad, je continue à travailler au Tchad. Pourquoi un avocat de Hissène Habré ne viendrait pas travailler là-bas? Puisque j'y suis. Je dénonce tout en restant au Tchad. Je dénonce, mais je ne suis pas partie du Tchad. Madame, vous savez qu'au Tchad, il y a des hommes politiques qui disparaissent, qu'on ne retrouve plus. Il y a le cas de Mohamed Saleh, on en parle. Et vous pensez qu'un avocat de Hissène Habré va disparaître parce qu'il est allé enquêter? Mais je ne suis pas capable de vous le dire. Mais ce que je vous dis, c'est que moi, je suis sur le terrain au Tchad et je continue à alimenter mon dossier. Je continue à mener mes enquêtes. Je continue à interroger les victimes pour pouvoir alimenter mon dossier. Et je le fais sur le terrain au Tchad. Et si aujourd'hui, un avocat de Hissène Habré voudrait descendre au Tchad, ce n'est pas moi qui garantirai sa sécurité. D'abord, je ne suis pas de la sécurité. Ce n'est pas à moi de garantir sa sécurité, mais je crois que tout cela est réglé par le statut des cours. Et je crois que c'est réglé aussi par l'accord de coopération judiciaire signé entre le Tchad et le Sénégal. Je crois que cet accord règle tout cela, c'est-à-dire le libre mouvement de tous ces gens-là, que ce soit les victimes, que ce soit les témoins, que ce soit les avocats. Je crois que cet accord de coopération judiciaire règle tout cela. Donc ce n'est pas à moi de dire il va ou il ne va pas. Oui, s'il y a un procès Habré aujourd'hui au Sénégal, l'impression qu'on a, c'est que on s'est focalisé sur le Sénégal. C'est vrai que c'est ici que vit Hissène Habré, mais est-ce qu'au Tchad, les gens sont conscients de ce procès qui est en train d'être fait? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se fait en ce moment? Voilà, c'est une très bonne question parce que justement, c'est ma préoccupation et c'est la préoccupation de l'organisation des victimes parce qu'il y a des organisations... On a l'impression qu'au Tchad, voilà, on vous dit allez au Sénégal, que ça se passe là-bas, n'en parlez pas ici. Non, non, non. Nous avons pris cela en compte parce que vous savez, ce dossier, je vous disais que c'est dans le cadre, on s'est inscrit dans la logique de la lutte contre l'impunité. C'est ça qui nous a amené à ouvrir cette procédure judiciaire contre Hissène Habré. Et cette lutte contre l'impunité, nous voulons que tout le monde y participe. Et nous avons résolu de demander à ce qu'il y ait retransmission, à l'exemple de ce qui s'est passé en Sierra Leone, qu'il y ait retransmission de ce procès-là au Tchad, pour permettre aux Tchadiens... Vous avez cet accord-là? Oui, c'est prévu dans les statuts.
C'est vraiment prévu dans le statut. Il y a même de l'argent prévu pour cette retransmission, c'est pour cette sensibilisation, et au Sénégal et au Tchad. Et c'est très important au Tchad parce que le Sénégal est tellement loin du Tchad que ce procès est loin aussi des victimes et des Tchadiens. Et il faut bien que les Tchadiens participent à ce procès-là. Et nous, l'effet escompté, c'est un effet... la présence de ces victimes ici au Sénégal qui viendront assister au procès. Comment allez-vous organiser tout ça? Il y en a, mais ce ne sont pas toutes les victimes qui pourront faire le déplacement sur le Sénégal. Je crois qu'il y a un nombre de témoins, un nombre arrêté à 100, 150 de témoins. Et les victimes, ça ne sera pas toutes les victimes qui vont se déplacer pour venir. C'est un échantillonnage. Je crois que c'est de cette manière que les juges vont procéder pour l'instruction. Donc, cette retransmission permet aux Tchadiens, où qu'ils soient, même dans les plus petits villages, de participer à ce procès-là. Parce que l'effet que nous escomptons avec ce procès, c'est un effet purement pédagogique pour nous, les défenseurs des droits de l'homme. Mais maintenant, avec les victimes, ce n'est que normal. Vous parlez de pédagogie justement avec ce procès. Aujourd'hui, Hissène Habré voudrait porter plainte contre lui. Si un jour il est jugé, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que l'impunité que vous combattez va s'arrêter seulement là? Parce que ce n'est pas seulement Hissène Habré qui est considéré comme un président qui impose l'impunité chez lui. Tout à fait, mais vous savez, c'est à cause de ça qu'on nous a laissé traîner pendant des années avec cette procédure. C'est parce que justement, les chefs d'État africains, nous on les appelle le syndicat des chefs d'État africains, a peur justement de cette jurisprudence, qui sera le jugement de Hissène Habré. Donc on ne s'arrêtera pas à Hissène Habré. Tous ceux qui auront violé les droits de l'homme, je crois qu'ils passeront devant les juridictions, ça c'est sûr. C'est pour ça que nous vous disons que c'est l'effet que nous escomptons, c'est un effet qui est purement pédagogique. C'est parce que pour nous, il n'y aura jamais des chefs d'État qui se mettront à tuer, à piller, sans être inquiétés. Parce qu'on aura l'exemple Habré, on aura la jurisprudence Habré. Et c'est à cela que nous voulons arriver. Et vous pensez que ça plaît aux gens, ça ne plaît pas aux gens. C'est depuis 2000, les toutes premières plaintes que nous avons déposées contre Hissène Habré ici à Dakar, date de février 2000. Et aujourd'hui, nous sommes en 2013. 2013, c'est-à-dire 13 années après cela, Hissène Habré n'est toujours pas jugé. Et c'est maintenant seulement qu'un début d'instruction va avoir lieu. Donc c'est à cause de tout ça, c'est toutes ces pressions qui venaient des chefs d'État, c'est toutes ces pressions qui venaient de ceux qui ne voulaient pas qu'on mette fin à cette impunité de Habré que nous avons tourné, que nous avons tergiversé jusqu'en 2013, où il a fallu que Macky Sall arrive au pouvoir et s'inscrive dans la même logique que nous. C'est-à-dire s'inscrire dans la logique de la lutte contre l'impunité, pour qu'il y ait aujourd'hui ce qu'on appelle le lancement officiel des chambres africaines extraordinaires et que les juges se mettront au travail et qu'il y aura enfin le jugement de Hissène Habré. Madame Jacqueline Boudéina, aujourd'hui les chambres ont été officiellement lancées, les chambres extraordinaires africaines. Est-ce que c'est une victoire pour vous? Comment? Est-ce que c'est une victoire pour vous, personnellement? Oui, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire parce que imaginez un seul instant, et ça a été ma hantise personnellement. Imaginez un seul instant que ce dossier disparaisse simplement ou qu'on dise on ne parle plus du dossier Habré, qu'on dise cela aux victimes. Moi, je côtoie au quotidien ces milliers de victimes. Vous avez le regard de ces femmes-là qui ne savent pas, qui ont vu partir leur mari un beau matin simplement parce que 5-6 bonhommes sont venus le chercher à bord d'une Toyota et que ce mari n'est plus jamais revenu. La femme n'a plus rien à dire aux enfants qui réclament leur père. Vous imaginez cette femme, comment faire le deuil? Vous n'allez pas lui dire que son mari est décédé. Son mari a disparu. Vous n'allez pas lui demander de faire le deuil. On ne fait pas le deuil pour quelqu'un qui a disparu. On n'a pas vu le corps. Donc, moi, c'était une hantise pour moi qu'on mette fin simplement à cette procédure. Mais quand, en 2005, l'Union africaine avait constitué un groupe d'éminents juristes pour explorer l'option possible de juger Hissène Habré, ah ça, je me suis dit, le dossier n'est pas abandonné.
Quand on est arrivé en 2006 avec le refus d'extradition de Hissène Habré, je ne perdais pas tout à fait espoir parce que le dossier n'avait toujours pas disparu. Mais quand j'ai appris que les négociations entre le Sénégal et entre l'Union africaine ont abouti et qu'il y a une décision de la création des chambres africaines extraordinaires pour connaître de cette affaire, et cela en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, je vous assure que ça a été un ouf. Ça a été un ouf, ça a été... Pour moi, c'est une victoire. Comme vous le dites, c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. Parce que ça a été un long chemin. Ça a été un chemin de croix, douloureux. Tous les jours, j'étais là à me poser des questions. Qu'est-ce qui va nous arriver? À quelle sauce on va nous manger? Et quand j'ai vu que ces cours ont été, ces chambres extraordinaires ont été mises en place, vous savez, c'est vraiment une victoire, et pour moi, et pour les victimes, et pour tous ceux qui les accompagnent. Et ça, vous le comprendrez quand c'est une victime qui va vous parler, parce que ces victimes existent, quand bien même on nous dit qu'il n'y a pas de victimes, c'est des gens qu'on a fabriqués. On ne fabrique pas des gens avec des stigmates sur leur corps. On ne fabrique pas des gens qui ont connu des pires formes de violation, de pires formes de torture. On ne fabrique pas ces personnes-là. Ces personnes existent. Vous aurez un jour à leur parler, à leur poser des questions, à les interviewer, mais ces personnes vous diront, et ce sont des gens qui ne tiennent pas beaucoup quand ils parlent parce qu'ils revoient leur passé. Alors c'est une grande victoire pour nous. C'est une victoire. Vous imaginez, on allait enterrer cette affaire. L'affaire n'est pas enterrée, c'est une victoire pour nous. Et c'est une victoire pour l'Afrique d'ailleurs. Ce n'est pas pour nous seulement. C'est une victoire pour l'Afrique. Enfin, on va juger un ex-chef d'État africain. On mettra fin à son impunité. Madame Jacqueline Mourena, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association pour la promotion et la défense des droits de l'homme du Tchad. Et ensuite, que vous êtes l'un des avocats des victimes d'Habré. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur cette émission Question Directe avec toute mon équipe technique qui est venue ici dans les jardins de Douta-Seck réaliser cette émission. Merci. Au revoir. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu wi 20h35 ci seen magazine Roffo 20h35 maak yéen ci li nga xam ne mooy wàlli làmb waxoon naa leen ko làmb ci coow lay ubbee ci coow lay tëjee te it nee naa leen coow li ba léegi mi ngi fi des te dara leeru ko ci kon ci biir Roffo